Il existe un homme dont le nom résonne encore dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Quand vous faites le plein d'essence, quand vous prenez un médicament, quand vous allumez votre chauffage, quand vous utilisez du plastique, même quand vous payez vos impôts ou recevez une éducation standardisée. Cet homme est mort en 1937, mais le système qu'il a créé vous entoure encore complètement. Vous vivez dans son monde, selon ses règles, sans même le savoir. Son nom, John Davison Rockefeller. Et son génie n'était pas seulement de devenir riche, c'était de construire un système si omniprésent, si intégré dans la structure même de l'économie moderne, que personne ne peut en sortir. Bienvenue dans Mécanique financière, là où la finance devient une histoire, et l'histoire, une leçon économique. Rockefeller n'a pas simplement dominé une industrie, il l'a créée, monopolisée, puis en a fait la fondation du monde moderne. Il a transformé le pétrole brut, substance inutile suintant du sol, en sang de l'économie industrielle. Mais plus impressionnant encore, il a inventé les méthodes de contrôle économique que toutes les grandes corporations utilisent aujourd'hui. L'intégration verticale, les prix prédateurs, les cartels secrets, les fondations philanthropiques comme outils de pouvoir, le lobbying systématique. Rockefeller a écrit le manuel, tous les autres l'ont simplement copié. Commençons par les chiffres pour saisir l'ampleur. À son apogée en 1913, la fortune personnelle de Rockefeller était estimée à 900 millions de dollars. Cela représentait environ 2,5% de l'économie américaine totale. Aujourd'hui, un équivalent serait une fortune de 600 milliards de dollars. Personne dans l'histoire moderne n'a atteint ce niveau de richesse relative. Pas Bezos, pas Musk, pas Gates. Rockefeller était dans une catégorie à part. Mais la richesse n'était qu'un symptôme. Le vrai pouvoir était ailleurs, dans le contrôle absolu d'une ressource dont personne ne pouvait se passer. 1859. Edwin Drake fore le premier puits de pétrole commercial en Pennsylvanie. C'est une révolution. Jusque-là, l'éclairage dépendait de l'huile de baleine, chère et rare. Le pétrole offre une alternative bon marché. Le kérosène, raffiné du pétrole brut, devient rapidement le combustible d'éclairage dominant. Une industrie naît. Chaotique, violente, anarchique. Des centaines de petits producteurs percent des puits. Des raffineurs s'installent partout. Les prix fluctuent sauvagement. La surproduction alterne avec les pénuries. C'est le chaos capitaliste pur. Rockefeller, alors jeune comptable de 20 ans à Cleveland, observe cette folie. Il voit l'opportunité. Pas dans la production. Forer des puits est risqué, aléatoire, mais dans le raffinage. Transformer le pétrole brut en kérosène utilisable. C'est là que la vraie valeur se crée. En 1863, il investit 4 000 $ dans sa première raffinerie. 2 ans plus tard, il rachète ses associés et prend le contrôle total. En 1870, il fonde Standard Oil Company avec $1 million de capital. Et c'est là que commence la construction du système. La stratégie de Rockefeller est d'une simplicité brutale. Contrôler le raffinage. Si vous contrôlez le raffinage, vous contrôlez l'industrie entière. Les producteurs vous vendent dans leur pétrole brut parce qu'il est inutile non raffiné. Les consommateurs achètent dans votre kérosène parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous êtes le passage obligé. Le goulot d'étranglement, le point de contrôle du système. Mais comment dominer le raffinage quand des centaines de concurrents existent ? Rockefeller invente une méthode. D'abord, il optimise brutalement ses opérations. Il étudie chaque aspect du processus. Il réduit les coûts. Il fabrique ses propres barils plutôt que de les acheter. Il construit ses propres entrepôts. Il achète des forêts pour produire son bois. Il récupère les sous-produits du raffinage et les vend. Rien n'est gaspillé. Ses coûts de production tombent bien en dessous de ceux de ses concurrents. Cette efficacité lui donne une marge pour la prochaine étape. Deuxième étape, les prix prédateurs. Rockefeller vend son kérosène à perte dans les régions où il veut éliminer un concurrent. Il peut tenir pendant des mois, des années si nécessaire. Ses profits dans d'autres régions compensent. Mais ses concurrents, plus petits, sans ces réserves, ne peuvent pas survivre. Ils font faillite ou acceptent de vendre à Rockefeller. Standard Oil les absorbe, une raffinerie après l'autre. Cleveland d'abord, puis Pittsburgh, puis Philadelphie, puis New York. En 1872, Rockefeller contrôle environ 25% du raffinage américain. En 1880, 90%. Troisième étape, le contrôle des transports. Le pétrole doit être transporté par train. Rockefeller négocie des accords secrets avec les compagnies ferroviaires. Il leur promet des volumes massifs, réguliers, garantis. En échange, il obtient des tarifs préférentiels, mais pas seulement pour lui. Il exige que les compagnies ferroviaires lui versent une commission sur le pétrole transporté par ses concurrents. Vous avez bien lu. Quand un concurrent paie pour transporter son pétrole, une partie de cet argent va à Rockefeller. Le système est estimé conçu pour que même la survie de ses concurrents le finance. Ces accords, quand ils sont révélés, provoquent un scandale public. Mais Rockefeller s'en fiche.
Il a compris quelque chose de fondamental. Les scandales passent, les monopoles restent. La moralité publique est bruyante mais impuissante. Le pouvoir économique réel réside dans le contrôle des infrastructures critiques. Celui qui contrôle les rails contrôle ce qui passe dessus. Quatrième étape, l'intégration verticale totale. Rockefeller ne se contente pas de raffiner. Il construit des pipelines pour transporter le pétrole brut, court-circuitant les chemins de fer, quand ils deviennent trop gourmands. Il possède des flottes de wagons-citernes. Il construit des terminaux de stockage dans chaque grande ville. Il possède des réseaux de distribution. Des milliers de vendeurs de kérosène à travers le pays ne sont pas indépendants. Ils travaillent pour Standard Oil, souvent sans que le public le sache. Du puits au consommateur final, Rockefeller contrôle chaque maillon. Personne ne peut entrer dans l'industrie sans passer par lui à un moment donné. Mais le génie de Rockefeller ne s'arrête pas à la domination. C'est dans la structure légale qu'il innove vraiment. En 1882, il crée le Standard Oil Trust. C'est une nouveauté juridique. Jusqu'alors, une entreprise ne pouvait légalement opérer que dans un État. Pour contourner cela, Rockefeller crée une structure où les actionnaires de 40 entreprises différentes transfèrent leurs actions à 9 trustees. Ces trustees, dont Rockefeller, contrôlent alors l'ensemble comme une seule entité. C'est le premier trust moderne. Une méthode pour créer un monopole national tout en contournant les lois sur les corporations. D'autres industries copient immédiatement. Sucre, tabac, acier. L'ère des trusts commence. Et c'est Rockefeller qui l'a inventé. Le pouvoir de Standard Oil devient absolu. Dans les années 1890, la compagnie contrôle 90% du raffinage américain et la majorité de la distribution mondiale. Elle fixe les prix du pétrole globalement. Quand elle décide d'augmenter ou baisser le prix du kérosène, le monde entier suit. Les gouvernements étrangers négocient avec Standard Oil comme avec une nation souveraine. La compagnie possède des installations dans plus de 20 pays. Elle emploie des dizaines de milliers de personnes. Son pouvoir économique dépasse celui de la plupart des États. Ce pouvoir génère évidemment des oppositions. Les petits producteurs ruinés, les concurrents écrasés, les journalistes qui dénoncent les pratiques monopolistiques. Le plus célèbre est Ida Tarbell, dont l'investigation publiée en 1904 expose méthodiquement les méthodes de Standard Oil. Elle révèle les accords secrets, les intimidations, les prix prédateurs, les corruptions locales. Son travail galvanise l'opinion publique contre Rockefeller. Mais Rockefeller comprend quelque chose que ses critiques ne comprennent pas. Le pouvoir économique réel ne se détruit pas avec de la moralité indignée. Il se détruit seulement avec du pouvoir politique organisé. Et le pouvoir politique, lui, peut être acheté, influencé, neutralisé. Standard Oil dépense des fortunes en lobbying. Elle finance des campagnes électorales. Elle embauche les meilleurs avocats. Elle combat chaque tentative de régulation avec des ressources illimitées. Finalement, en 1911, la Cour suprême des États-Unis ordonne le démantèlement de Standard Oil. Le trust est divisé en 34 compagnies indépendantes. C'est présenté comme une victoire de la démocratie contre le monopole. Mais regardez ce qui s'est réellement passé. Ces 34 compagnies continuent d'être détenues par les mêmes actionnaires. Rockefeller possède des parts dans chacune. Quand Standard Oil est divisé, la valeur des actions explose. Parce que le marché réalise que maintenant, au lieu d'une compagnie qui domine, il y a 34 compagnies qui se partagent le marché, sans vraiment se concurrencer. Rockefeller devient encore plus riche après le démantèlement qu'avant. Mieux encore, ces 34 compagnies deviennent les géants pétroliers du XXe siècle. ExxonMobil, Chevron, BP, Marathon, toutes sont des descendants de Standard Oil. Elles continuent de dominer l'industrie pétrolière mondiale plus d'un siècle plus tard. Le monopole a été brisé légalement, mais pas économiquement. Le contrôle s'est simplement décentralisé en oligopole. Rockefeller avait construit un système si robuste qu'il a survécu à son propre démantèlement. Mais le pétrole n'était qu'une partie du système Rockefeller. L'autre partie, moins visible mais peut-être plus durable, est la philanthropie comme outil de pouvoir. Rockefeller donne pendant sa vie plus de 500 millions de dollars, une somme colossale. Il crée la fondation Rockefeller en 1913. Il finance des universités, des hôpitaux, des recherches médicales, l'éducation publique. Sur le papier, c'est de la générosité pure, mais regardez plus attentivement. La fondation Rockefeller finance la standardisation de l'éducation médicale américaine. Elle favorise un modèle basé sur la médecine pharmaceutique, dérivé de la pétrochimie plutôt que sur des approches alternatives. Coïncidence ? Rockefeller possède des intérêts massifs dans l'industrie chimique, née de sa domination du pétrole. La pétrochimie produit des médicaments, des plastiques, des produits synthétiques. Standardiser l'éducation médicale autour de cette approche crée un marché captif pour ces produits. La philanthropie devient un investissement stratégique. La fondation finance aussi des recherches en agriculture. Elle développe ce qu'on appellera plus tard la révolution verte. Semences hybrides à haut rendement, engrais chimiques, pesticides.
Ces technologies augmentent effectivement la production alimentaire, mais elles créent aussi une dépendance. Les fermiers doivent acheter de nouvelles semences chaque année. Ils doivent acheter des engrais chimiques dérivés du pétrole. Ils doivent acheter des pesticides, également pétrochimiques. L'agriculture mondiale devient dépendante des intrants industriels. Et qui contrôle ces intrants? Les descendants de Standard Oil et les compagnies chimiques liées. La philanthropie Rockefeller transforme aussi l'éducation. Elle finance massivement l'expansion de l'éducation publique standardisée. Des millions d'enfants apprennent le même curriculum. Ils sont préparés à devenir des travailleurs industriels disciplinés, capables de suivre des instructions, d'opérer dans des structures hiérarchiques, pas à penser de manière indépendante ou entrepreneuriale. Le système éducatif forme la main-d'œuvre dont le capitalisme industriel a besoin. Et Rockefeller, symbole de ce capitalisme, finance sa création. Comprenez le génie de cette approche. Rockefeller n'a pas seulement dominé une industrie. Il a façonné les institutions qui définissent comment les gens pensent, apprennent, se soignent, produisent leur nourriture. Il a créé des dépendances systémiques. Vous ne pouvez pas vous échapper de l'économie pétrolière sans échapper à la médecine moderne, à l'agriculture moderne, au transport moderne, à l'éducation moderne. Tout est interconnecté. Tout est construit sur la même fondation. Et Rockefeller a posé cette fondation. Il y a un autre aspect, souvent négligé. Rockefeller a créé le modèle de la corporation moderne comme entité quasi immortelle. Standard Oil, même démantelé, continue d'exister sous d'autres noms. Les corporations qu'il a créées ont survécu à leurs fondateurs de près d'un siècle et continuent de dominer. Elles ont appris à se perpétuer, à évoluer, à s'adapter aux nouvelles réalités politiques tout en conservant leur pouvoir économique fondamental. Ce modèle de perpétuation corporative est maintenant universel. Les grandes corporations sont conçues pour survivre aux individus. Elles ont des structures légales qui les protègent, des départements juridiques qui combattent les régulations, des lobbies qui influencent les lois, des fondations philanthropiques qui achètent la légitimité sociale. Elles emploient des milliers de personnes dont le gagne-pain dépend de leur survie, créant une pression politique pour les protéger. Elles deviennent too big to fail. Ce système, Rockefeller l'a inventé. La leçon profonde de Rockefeller n'est pas qu'il était un génie des affaires, bien qu'il l'était. C'est qu'il comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Le pouvoir durable ne vient pas de la domination temporaire, mais de la création de systèmes dont les autres dépendent. Si vous voulez contrôler une industrie pendant quelques années, soyez le meilleur producteur. Si vous voulez la contrôler pendant des générations, contrôlez l'infrastructure. Les pipelines, les raffineries, les réseaux de distribution. Rendez impossible pour quiconque de fonctionner sans passer par vous. Aujourd'hui, ce principe opère partout. Amazon ne se contente pas de vendre des produits. Elle contrôle l'infrastructure logistique et cloud. Google ne fournit pas juste un moteur de recherche, il contrôle l'infrastructure publicitaire du web. Apple ne fait pas que des téléphones, elle contrôle l'écosystème d'applications. Ce sont tous des héritiers de Rockefeller. Ils créent des systèmes dont on ne peut s'échapper, des dépendances structurelles. Vous pouvez théoriquement choisir un concurrent, mais pratiquement, le coût de sortie est si élevé que vous restez prisonnier. Le pétrole reste au cœur de ce système. Tout ce qui vous entoure dépend du pétrole. Le plastique de votre ordinateur, les fibres synthétiques de vos vêtements, les engrais qui ont produit votre nourriture, le diesel qui l'a transporté, l'asphalte sur lequel vous roulez, les médicaments que vous prenez. Même l'énergie qui recharge votre voiture électrique vient majoritairement de centrales au gaz ou au charbon. Vous vivez dans un monde pétrolier. Et ce monde a été construit sur les fondations posées par Rockefeller il y a plus d'un siècle. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que nous sommes censés transitionner vers une économie post-pétrole. Énergie renouvelable, voitures électriques, économie verte. Mais regardez qui contrôle cette transition. ExxonMobil investit dans les énergies renouvelables. Chevron développe des biocarburants. BP se rebaptise Beyond Petroleum. Les descendants de Standard Oil ne combattent plus la transition. Ils la dirigent. Ils s'assurent que la nouvelle économie énergétique sera aussi centralisée, aussi contrôlée, aussi profitable que l'ancienne. Même modèle, nouvelle énergie. C'est l'ultime leçon Rockefeller. Quand le changement est inévitable, contrôlez-le. Ne le combattez pas frontalement. Adaptez-vous. Investissez dans la nouvelle technologie. Façonnez les régulations. Assurez-vous que la transition se fait selon vos termes. Standard Oil a été démantelé, mais ses successeurs ont appris. Ils sont plus sophistiqués, plus décentralisés, plus difficiles à cibler, mais leur pouvoir fondamental reste le même. Alors que faire? Comment échapper à un système conçu pour être inévitable? 3 principes. Premier principe, réduire vos dépendances. Vous ne pouvez pas éliminer complètement votre dépendance au pétrole dans le monde moderne, mais vous pouvez la réduire. Moins de plastique, moins de transport, moins de consommation d'objets manufacturés, plus de production locale,
Plus d'autonomie. Chaque dépendance réduite est un pouvoir récupéré. Deuxième principe, décentraliser. Les systèmes centralisés créent des points de contrôle uniques. L'énergie solaire sur votre toit vous rend moins dépendant du réseau électrique centralisé. Un potager vous rend moins dépendant de l'agriculture industrielle. Des communautés locales résilientes vous rendent encore moins dépendant des chaînes d'approvisionnement globales. La décentralisation est l'antidote au pouvoir rockefellérien. Troisième principe, comprenez les structures de pouvoir. Sachez qui contrôle quoi. Suivez l'argent. Suivez les infrastructures. Quand une corporation prétend vous offrir un choix, demandez-vous si elle contrôle aussi les alternatives. Souvent, ce qui semble être de la concurrence est en réalité une illusion. Différentes marques, même propriétaires. Le pouvoir aime se cacher derrière la diversité apparente. Rockefeller est mort il y a 87 ans, mais son ombre s'étend encore sur le monde entier. Chaque fois que vous faites le plein, une fraction de cet argent enrichit les descendants de son empire. Chaque fois que vous achetez du plastique, des médicaments, des engrais, vous participez à l'économie qu'il a créée. Chaque fois que vous envoyez vos enfants à l'école, ils sont formés selon un système dont il a financé la structure. Vous ne pouvez pas vraiment échapper. C'est le point. Le système a été conçu pour être omniprésent, pour être la fondation invisible sur laquelle tout le reste repose. Rockefeller n'a pas créé un monopole temporaire, il a créé une dépendance civilisationnelle. Le pétrole est devenu le sang de la modernité, et lui en contrôlait le cœur. L'histoire raconte que Rockefeller était impitoyable en affaires mais généreux en philanthropie, qu'il a construit puis racheté sa réputation. Mais la vérité est plus complexe. Il a compris que la richesse et le pouvoir ne suffisent pas. Pour créer un système durable, vous devez façonner les institutions. L'éducation, la médecine, la recherche, la technologie. Vous devez créer un monde où vos intérêts sont alignés avec le progrès lui-même. Où vous combattre signifie combattre la modernité. C'est ce qu'il a accompli. Et c'est pourquoi, plus d'un siècle après sa domination, nous vivons toujours dans son système. Nous ne pouvons pas nous en échapper parce que nous ne savons même plus à quoi ressemblerait un monde sans lui. Le pétrole, la pétrochimie, l'agriculture industrielle, la médecine pharmaceutique, l'éducation standardisée, les corporations géantes, la philanthropie stratégique, tout cela forme un ensemble cohérent, un système total, le système Rockefeller.